Bien, Mesdames, Messieurs, quelques mots pour prononcer le traditionnel mot d'accueil au nom des collègues élus de la métropole et de la mairie qui sont là, et à mon nom personnel, bien évidemment, pour vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir une fois de plus le Forum Zéro Carbone avec la tribune. C'est maintenant à échéance régulière que nous nous retrouvons ici pour prendre une journée de travail et d'échange avec des personnes, des personnalités de la société civile, de la communauté scientifique, d'autres collectivités. Et vous comprendrez que j'ai un salut tout particulier pour celles et ceux qui viennent de plus loin et que nous accueillons aujourd'hui à Toulouse. Chaque fois que nous sommes réunis, nous nous intéressons et nous actualisons tout ce qui est fait face, Jean-Christophe Tortora le disait, face au réchauffement climatique et à la nécessité pour nous d'accélérer les choses. Je pense que le forum de cette année, que vous avez décidé de consacrer au thème de la proximité, doit nous interroger sur un aspect de cette démarche que nous avons en réalité depuis des années pour être au rendez-vous de la transition écologique et énergétique. Nous sentons bien que sur ces questions-là, même si nous sommes engagés depuis longtemps, nous devons à la fois accélérer et approfondir. Et en même temps, se poser la question de la proximité. J'y reviendrai. Accélérer et approfondir, effectivement, c'est ce que nous faisons ici à Toulouse au début de l'année avec François Chollet. Nous avons mis carte sur table et nous avons, à mi-chemin de notre plan climat-air-énergie, donné, partagé de manière extrêmement transparente les points positifs et ceux qui l'étaient moins. On a dit clairement les sujets sur lesquels nous avions avancé en conformité avec les objectifs que nous étions fixés. Et tout aussi clairement, nous avons dit les points où les résultats que nous attendions n'étaient pas là. Et nous nous sommes posé la question de savoir ce qu'on devait faire pour, sur ces points-là, en quelque sorte, doper notre plan climat. La semaine prochaine, le Conseil de métropole sera réuni. Pourquoi ? Parce que depuis 10 mois, les élus concernés, les services concernés ont considérablement travaillé de manière à proposer des mesures nouvelles. C'est tout l'intérêt d'avoir un point d'étape à la mi-parcours, des mesures nouvelles qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'agir plus rapidement et plus fortement, notamment sur les items où nous n'avons pas eu les résultats que nous voulions. Depuis, entre-temps, nous avons présenté notre plan vélo où, là aussi, la métropole s'engage avec un niveau d'ambition que jamais elle n'a connu et en mobilisant des moyens que les équipes successives jusqu'ici n'avaient jamais mis à cette hauteur-là. Il y a quelques heures, moins d'un jour, hier, j'ai présenté le plan de sobriété énergétique, mais pas uniquement avec des mesures conjoncturelles pour passer l'hiver, mais également en confirmant un certain nombre d'orientations, en posant d'autres orientations, mais là aussi en accentuant, parce qu'au-delà des mesures que l'on peut prendre pour passer un hiver dans la conjoncture géopolitique et énergétique que chacun connaît, dont on peut espérer qu'elle soit provisoire, nous savons qu'au-delà de mesures ponctuelles, nous devons là aussi prendre de nouvelles habitudes, instaurer de nouvelles pratiques et donc à partir de là, mettre sur la table de nouveaux moyens et aller plus loin. Donc ne pas être dans un moment, mais bel et bien dans une transition et une démarche de fond. Et puis, d'ici un petit peu plus de temps, nous aurons également l'occasion de partager en public une série de questions sur lesquelles, là aussi, mes collègues et les services de la collectivité travaillent, qui est le rafraîchissement de la ville pour, là aussi, aller plus loin et faire en sorte qu'après l'été caniculaire que nous avons connu ici à Toulouse, comme quasiment partout ailleurs dans notre pays, nous soyons capables, dès l'été 2023,
de mettre en place des mesures d'atténuation des effets négatifs d'une conjoncture caniculaire qui, malheureusement, on le sait, risque d'être répétitive. Autrement dit, Toulouse, qui est engagée depuis pas mal de temps sur ces questions-là, fait plus et va faire plus dans le cadre qui est celui d'une grande ville. Je suis toujours content de saluer France Urbaine, pas simplement parce que j'en ai été président et même un des fondateurs, et que j'en suis premier vice-président aujourd'hui, mais parce que les métropoles et les grands ensembles urbains ne sont pas tellement aimés dans notre pays. On préfère exalter la petite ville, la ruralité, et c'est vrai que nous avons tous des racines rurales qui font que nous communions à ce mouvement. Pour autant, nous pensons qu'on doit être positif également vis-à-vis des villes. Que les grandes villes aient plus de problèmes, c'est une réalité sur ces questions-là. Pour autant, j'ai la faiblesse de penser qu'elles ont aussi plus de solutions. Et donc, c'est à nous de réhabiliter la notion de ville, qui est assez minoritaire dans le débat public français, et pour cela, d'être capable de poser et de proposer des projets qui vont rendre la ville plus agréable, plus vivable, notamment sur toutes ces questions qui interrogent le réchauffement climatique. Et à ce titre-là, je trouve extrêmement intéressant que la thématique de cette année soit celle de la proximité. Pourquoi ? Parce que, effectivement, il y a pu avoir une perception selon laquelle les enjeux de l'écologie, notamment de l'écologie urbaine, étaient portés par une élite, une minorité plutôt socialement bien installée, et que nous avions du mal à faire partager le bénéfice de toutes ces démarches à celles et ceux qui sont dans des situations sociales beaucoup plus difficiles. J'étais hier avec un certain nombre de collègues dans une cité, la cité Nègrenaise à Toulouse, où, avec les bailleurs sociaux concernés, nous avons entrepris une transformation de cette cité. Et je disais aux habitants, vous aussi, habitants des quartiers populaires, vous avez pleinement le droit à être acteurs et bénéficiaires de la transition énergétique. Elle n'a pas à être réservée aux quartiers bobos que toutes les grandes villes connaissent. Et c'est important de se poser cette question de la proximité pour que les objectifs de l'écologie ne paraissent pas réservés à certains, tandis que d'autres estimeraient qu'ils sont hors d'atteinte et qu'ils n'en ont pas les moyens. Tout cela interroge plusieurs sujets où je considère que lorsque l'État parle de planification écologique, je suis impatient. Je suis impatient parce qu'effectivement, la planification écologique peut nous laisser espérer qu'au-delà des initiatives prises par les uns et les autres, l'État, les régions, les départements, les métropoles, les communes, à un moment, nous puissions être tous réunis pour nous mettre en ligne, pour coordonner davantage nos politiques et à partir de là, pour faire en sorte que les moyens que nous y mettons soient beaucoup plus harmonisés. Aujourd'hui, les moyens sont dispersés et totalement incohérents les uns vis-à-vis des autres. On le voit par exemple sur la question ultra sensible de la zone à faible émission, où les dispositifs d'aide correspondent d'une autorité publique à l'autre à des critères totalement différents. Et à la fin, qui c'est qui subit tout ça? C'est celui qui est plus en difficulté pour faire des démarches en ligne, en s'adressant à un guichet, puis à un autre guichet, puis à un troisième guichet, pour ensuite faire le constat que même en additionnant tout ça, il ne peut pas y arriver. Donc il y a effectivement sur cette question de la transition écologique énergétique, il y a une question sociale. Et cette question sociale, nous, on ne veut pas la taire au profit du politiquement correct, notamment dans les villes. Et donc j'espère que cet aspect-là pourra recevoir aujourd'hui, à travers nos échanges, un certain nombre de réponses, de bonnes idées, de bonnes pratiques que nous pourrons ensuite reprendre
dans nos collectivités. Tout cela avec, et je terminerai par cette considération, tout cela en coordination avec un événement qui s'étale sur 3 jours, Toulouse, ville innovante et durable, où nous essayons, sur la place publique, place du Capitole, de recevoir justement le maximum de public pour que, vis-à-vis des différents leviers de cette transition écologique et énergétique, chacune et chacun dans notre société puisse se sentir concerné, à la fois acteurs et bénéficiaires. Merci à toutes celles et tous ceux qui, à travers les échanges de ce forum, nous amèneront des idées nouvelles pour aller plus loin, plus rapidement. Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un peu particulier pour moi de prendre la parole après celui qui fut mon premier président de France Urbaine et qui est maintenant mon premier vice-président de France Urbaine. Mais je suis ici pour incarner le fait que France Urbaine accompagne le Forum Zéro Carbone de métropole en métropole. Nous étions, Jean-Christophe, au mois de juin dernier à Bordeaux pour le lancement de la saison 2022. Je crois que nous nous retrouverons, et sans doute Jean-Luc Moudenc également, à Paris le 8 décembre pour la dernière réunion de ce Forum Zéro Carbone. Et entre-temps, on sera passé à Marseille, à Montpellier, à Lyon, etc. Pour à chaque fois recueillir un petit peu les spécificités de chacune des métropoles que ce forum traverse. J'ai coutume de dire, du point de vue de France Urbaine, qui, je vous le rappelle, regroupe toutes les grandes villes, toutes celles qui ont plus de 100 000 habitants, mais aussi les 22 métropoles, il y en a 22 institutionnellement en France, les communautés urbaines. Quand je parle des métropoles, j'ai coutume de dire qu'elles sont assez faciles à classer, les 22, en 22 catégories distinctes. Et c'est ce que je constate à chaque fois que j'ai le plaisir d'assister à une des rencontres du Forum Zéro Carbone. C'est à la fois, il y a des choses qui rassemblent, mais à chaque fois, il y a des façons de traiter les sujets qui sont nécessairement différentes. Et le rôle de France Urbaine, c'est aussi beaucoup au niveau de la représentation de l'ensemble de ces villes auprès du gouvernement, du Parlement, mais également des grandes entreprises, etc., d'expliquer que, certes, il y a des choses sur lesquelles tout le monde veut aller, mais la façon d'y aller dépend vraiment de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, du climat de chacune des collectivités locales concernées. Donc il faut laisser la place à cette différenciation. Je vais pas être très long, mais juste pour illustrer ce que fait France Urbaine par rapport aux enjeux dont vous parlez. Jean-Luc Moudenc évoquait les zones à faible émission qui se mettent en place, alors de façon obligatoire dans une 11, puis ensuite 43, avec des cas particuliers pour Paris, Lyon et Marseille. Bien, typiquement, ce que fait France Urbaine de ce point de vue-là, c'est qu'elle co-organise, elle fait en sorte que, justement, le gouvernement apporte des réponses. Il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas et qui ne sont pas de la seule responsabilité des collectivités locales métropolitaines, qui nécessairement doivent impliquer un certain nombre d'autres acteurs. Sur le même sujet, on discutait au sein de France Urbaine, au sein de l'équipe de France Urbaine, je fais faire un clin d'œil à Carlos, de la ville du quart d'heure, que Carlos porte de forum en forum, et pas seulement en France. Et quand on travaille sur les zones à faible émission, en fait, apparaît très vite l'interurbanité de la demi-heure, en fait. Et on voit très bien que ces enjeux ne doivent pas rester des enjeux strictement intra-urbains. Ça touche la vie de énormément de populations aux alentours de nos villes. Et donc, c'est l'intercommunalité de la demi-heure ou l'inter-intercommunalité de la demi-heure qu'il va falloir inventer. Et ça ne peut pas se faire uniquement à partir des seules compétences de la métropole. Donc, un des grands enjeux, sur tous les enjeux de transition écologique, que ce soit les transports, que ce soit l'énergie, que ce soit l'alimentation, que ce soit l'eau, etc., eh bien, il faut inventer un autre territoire, et cet autre territoire institutionnel, aujourd'hui, n'existe pas.
Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à faire travailler dans ce qu'à France Urbaine on appelle l'alliance des territoires, qu'on arrive à faire travailler ensemble des acteurs qui ont une responsabilité partagée. Donc c'est aussi un des messages que, par exemple, France Urbaine porte fortement. Et je vais m'arrêter là parce que si je commence à aller sur les questions financières, fiscales, etc., nous en avons pour plus que la journée. Merci. Monsieur le maire, mesdames et messieurs, cher Olivier, merci en tous les cas pour renouveler ce partenariat entre la métropole de Toulouse et la Tribune. Comme vous l'avez précisé, c'est une tournée que nous initions chaque année sur l'enjeu de la décarbonation avec toutes les grandes villes françaises. Et pour nous, pour un journal, vous imaginez bien comme quoi c'est très intéressant d'observer partout comment justement ces mutations sont en train d'opérer. On va démarrer cette journée justement par l'intervention de Nadia Maïzi qui est avec nous en direct. On souhaitait bien entendu, nous, la Tribune, pouvoir démarrer par quelque chose de très concret qui sont bien sûr les résultats du dernier rapport du GIEC. Et Nadia Maïzi, là, en est l'une des principales auteurs. Mais juste avant de lui céder la parole, peut-être je voulais avoir un mot chaleureux pour quelques personnalités qui sont avec nous dans cette salle des illustres. Tout d'abord, merci au professeur Carlos Moreno de travailler avec nous, avec nos journalistes de notre rédaction. Chaque année, tu mets ta contribution. Et je le redis ici devant mes amis toulousains, je pense que nous ne faisons, on est toujours en deçà des relations et des ponts que nous devons développer entre le monde économique et le monde de la recherche et la place des scientifiques dans le débat public. Donc moi, je suis justement un fervent supporter à ce qu'il y ait beaucoup plus une place forte dans nos débats de société, dans nos débats économiques et bien sûr du partenariat, de la transversalité entre les acteurs économiques et le monde scientifique. Merci Carlos d'être avec nous dans la préparation de cette journée. Peut-être un mot quand même, parce que ça fait toujours plaisir de voir une Espagnole qui a fait ses études à Toulouse, qui est parmi nous dans la salle aujourd'hui, Carmen Santana. Carmen Santana a fait ses études à Toulouse et cette année, elle a gagné le Grand Prix de l'urbaniste, Grand Prix urbaniste 2022 en Espagne. Je souhaitais qu'on puisse l'applaudir. Et enfin, dernier petit mot, et je suis avec vous, Nadia. Vous allez découvrir ce matin plusieurs personnalités, comme l'a dit Monsieur le maire, cher Jean-Luc, étrangères avec des expériences voilà, qui sont développées dans un certain nombre de territoires en Europe ou dans le monde. Mais je voulais avoir un mot chaleureux pour toute notre délégation, puisqu'on parle de nouvelles proximités. Bien sûr, quand on parle de proximité, on regarde l'Espagne. Et merci, Monsieur le maire, à Miguel Ancho Fernández Lores, le maire de Pontevedra. Pontevedra, vous allez voir, c'est une ville étonnante puisque c'est la ville où les piétons sont rois. Merci, Monsieur le maire, d'être avec nous. Voilà. Merci à nos partenaires et merci à Sandrine Martinez, qui est notre directrice ici de la Tribune, d'avoir contribué à la préparation de cette journée avec les équipes de la métropole. Et je salue également Hervé Letreux, grand climatologue, qui est avec nous tout aujourd'hui. Sans plus tarder, allez, le mot d'ordre de cette rentrée, c'est sobriété. Merci Nadia Maïzi d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Nous étions il y a quelques jours ensemble à Nice. On voit que la mobilisation des citoyens, des entreprises, elle est forte. Mais peut-être une première question, parce que vous avez été la co-auteur justement du dernier rapport du GIEC, c'était en mars dernier. Vous aviez un petit peu protesté en disant que finalement ces rapports-là sont un peu sous le radar. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une évolution dans l'opinion? Je parle à l'instant de la parole justement du monde des chercheurs, de la science. Voilà, quel est selon vous justement l'état, selon vous, de l'opinion qui certainement sera toujours en deçà de vos attentes compte tenu de l'urgence climatique? Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour cette invitation et puis m'excuser de ne pas être parmi vous à Toulouse à cause d'autres engagements que j'avais pris aujourd'hui même. Alors, la question de est-ce que la prise de conscience est en train de grandir?
J'avoue que cela m'est très difficile de le juger. Je ne sais pas quel indicateur on pourrait utiliser. Pour l'instant, je pense que, comme vous venez de le dire, vous êtes en tournée avec ces forums zéro carbone. Et moi, j'ai l'impression d'être en tournée aussi depuis la sortie du rapport au mois d'avril, vu le nombre de sollicitations. Donc, c'est peut-être un bon signe. Mais je suis très consciente, comme cela a été évoqué, que certainement la prise de conscience n'est pas partagée par toute la population et même par le gouvernement, et qu'il va falloir quand même que derrière les mots et les bonnes intentions, on voit se concrétiser une réelle transformation. Et cela, j'attends de voir. Alors justement, Nadia Maïzi, vous le dites, vous l'aviez déclaré lorsque le rapport est sorti en mars, vous avez dit finalement le projet, pour reprendre vos termes, le mode de développement actuel est incompatible avec l'objectif de neutralité carbone. Ma question, puisqu'ici on est dans une métropole, Toulouse, selon vous, comment les métropoles justement peuvent jouer et agir pour porter justement un nouveau projet de société? Quel est votre regard justement entre l'action de l'État, et vous venez de dire qu'aujourd'hui le gouvernement est en deçà, selon vous, par rapport à l'urgence climatique, et quel est votre regard justement de l'action des villes? Est-ce que finalement les villes, les métropoles peuvent être plus efficaces que les États? Je pense qu'il faut contextualiser. En fait, les espaces urbains, c'est quelque chose d'extrêmement important dans la question du climat, puisque ça représente au niveau national, en moyenne, globalement, plus de la moitié du bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il y a une contribution très forte, bien sûr beaucoup plus forte à ces émissions dans les pays développés. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une croissance de l'urbanisation qui est en marche dans les pays en développement et les pays émergents, et avec des options qui sont parfois un peu folles. J'ai toujours en tête l'exemple des grandes tours qui sont les unes derrière les autres construites de manière à devenir des championnes et qui, pour chacune d'entre elles, ont des consommations. Burj Khalifa, par exemple, à Dubaï, c'est 20 000 habitants, l'équivalent d'une ville de 20 000 habitants pour une concentration dans une tour. Donc ça, c'est vraiment des questions, je pense, qui sont cruciales. Et dans le cadre de notre rapport, ce qu'on avait quand même noté, c'est que parmi les points qui témoignaient de l'action climatique, il y avait un engagement des villes, donc plus de 800 villes, qui se sont engagées dans la neutralité carbone. Et compte tenu de ce que je viens de dire en termes d'évaluation globale, on voit que ça risque, si cette neutralité est vraiment atteinte, de changer la balance de l'ensemble de ces émissions. Donc je pense que le rôle des villes est vraiment majeur, mais les villes, c'est des espaces qui sont sur un territoire, et en fait, il ne faut pas non plus s'arrêter à la frontière des villes. Les habitants qui sont entre les villes doivent aussi être considérés. Donc j'ai toujours une petite peur, parce que notre problème de réduction de ces émissions, c'est un problème multi-échelle. Donc, si je travaille très bien dans la ville de Toulouse ou dans la ville de Nice et que je laisse tomber le territoire qui est autour, ma foi, ça risque d'être un peu contre-productif. C'est la même chose au niveau des pays, c'est la même chose au niveau des continents, c'est la même chose au niveau des régions. Donc, il faut toujours avoir en tête que nous sommes dans un problème systémique, et que si on ne prend pas en compte l'ensemble du système, on peut appuyer à certains endroits et ça aura comme conséquence de faire remonter d'autres. Donc je pense que dans l'urbanisation, il y a un challenge tout à fait intéressant qui est de prendre en compte cet élément-là. Nadia Maïzi, peut-être 2 questions supplémentaires, parce que je sais que votre temps est compté. Peut-être une question d'abord sur la transition juste. À l'instant, Jean-Luc Moudin et Olivier Landel ont évoqué aujourd'hui le sujet, par exemple, des ZFE. Et on voit bien que ces ZFE, ces zones à faible émission, qui doivent être mises en place, on voit bien que ça pose un sujet aussi d'acceptabilité
pour les plus vulnérables et notamment pour un ménage de leur dire votre voiture, elle ne peut plus rentrer dans cette zone-là. Comment vous, ce que vous souhaitez nous partager aujourd'hui à Toulouse, c'est-à-dire quelles sont vos recommandations pour réussir à la fois cette transition, qu'elle soit juste et d'accompagner justement les personnes les plus vulnérables? Je pense qu'on pose mal le problème. Je pense que les punitions et les interdictions ne sont pas les bons messages à faire passer. Je pense qu'une transition juste, c'est une transition où, pour une ville, on considère que chaque citoyen doit avoir la même possibilité de se déplacer avec des moyens décarbonés dans un périmètre de 50, 100, 200 km autour de chez lui. Donc, je pense que ces interdictions sont effectivement injustes. Quand on voit les files de véhicules qui font la queue sur toutes les routes de France aujourd'hui pour accéder à des stations-service, je ne pense pas que ce soit des gens qui sont contre le climat, je pense que ce sont des gens qui n'ont pas d'autres moyens, pas de substitution. Et je pense que c'est ça le problème. Donc, des zones à faible émission, c'est intéressant, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que les émissions, c'est global, c'est un problème mondial. Donc, si je ne mets pas au-dessus de chez moi, c'est très bien, sauf que si c'est pour aller émettre ailleurs, ça ne changera rien. Encore une fois, je crois que pour entraîner tout le monde, il faut quand même avoir un projet positif. Il faut quand même avoir une vision entraînante, dynamique. Et la succession d'interdictions qui tombent sur les citoyens n'est pas une bonne nouvelle pour entraîner, à mon avis, dans l'action collective pour cette réduction qu'il nous faut absolument déclencher maintenant. Nadia Maïzi, peut-être une dernière question. Si vous étiez avec nous ce matin à Toulouse, vous le savez, ici Toulouse c'est l'une des capitales mondiales de l'aéronautique, c'est une certaine fierté pour les Toulousains. Il y a quelques jours, le patron des aéroports de Paris, Augustin de Romanet, a fait sa déclaration en disant il va falloir, là encore pour reprendre ces termes, il invite les voyageurs à prendre moins l'avion, qui pour un patron de l'aéroport c'est un changement de discours, le temps que le secteur fasse sa mue vers un fonctionnement moins polluant. Alors, que souhaitez-vous dire? Il y a des industriels qui sont parmi nous ce matin, mais aussi des ouvriers, des cols bleus, qui sont pointés du doigt. C'est une filière aujourd'hui, en tous les cas, qui est regardée, avec bien sûr des industriels qui cherchent des nouvelles technologies avec un meilleur impact, mais votre mot juste sur une filière qui est en pleine mutation. C'est à vous, Nadia Maïzi. Vous venez de le dire, encore une fois, c'est pointer du doigt. C'est aujourd'hui on les a repérés et puis on va en repérer d'autres demain. Et moi, c'est cette attitude-là vraiment que je ne partage pas. Je ne vais pas défendre l'aviation. L'aviation, c'est un sujet, c'est 3% globalement. Et bon, toutes ces évaluations sont toujours sujettes à discussion, mais enfin, les chiffres du GIEC, c'est ça, 3% des émissions globales de gaz à effet de serre. Moi, il y a un autre secteur qui m'inquiète beaucoup, c'est le numérique, entre 4 à 7% des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je pense qu'il faut mettre absolument tout sur la table en même temps. Deuxième point, on demande aux voyageurs de ne plus voyager. Donc, c'est la même chose que les ZFE. On demande aux gens de ne plus faire. Mais s'ils pouvaient faire autrement, je pense qu'ils le feraient. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, par exemple, arrêtons de faire décoller des avions qui sont à moitié vides. Arrêtons de... Voilà, enfin, je veux dire, c'est toujours c'est toujours dans la formulation du problème. Je suis désolée, je suis mathématicienne à la base, j'ai sans doute un tropisme. Il faut d'abord bien formuler un problème et après, ça devient beaucoup plus simple de le résoudre. Or là, on a toujours l'impression que c'est une série de mesures, d'attaques, de grandes déclarations qui stigmatisent les uns les autres, mais il faut prendre vraiment la globalité de la question et penser à transformer donc cette société. C'est ce dont je parlais effectivement au mois d'avril, puisque moi j'ai travaillé dans un chapitre sur la demande qui dit
qu'on a des leviers qui nous permettraient d'effacer de 40 à 70% les émissions de gaz à effet de serre en agissant sur la demande. Mais, et ça c'est très important, avec le prérequis que les politiques d'accompagnement seraient mises en place, les infrastructures seraient disponibles et les technologies seraient aussi accessibles. Donc, pour transformer en fait notre façon de nous déplacer, de vivre, d'être dans la ville, d'être les uns avec les autres, il faut vraiment avoir, à mon avis, un niveau de réflexion qui va bien plus loin que tout ce que j'entends aujourd'hui en termes de solutions prônées ici et là. Donc, l'aéronautique, bien sûr, doit se réformer par rapport à tous ces enjeux de consommation, de type de carburant, et il y a certainement une mesure à mettre dans le secteur pour, encore une fois, essayer de sortir de la démesure dans laquelle, quand même, notre civilisation est engagée. Merci Nadia Maïzi d'avoir été avec nous, principal auteur du dernier rapport du GIEC. À très bientôt, à Toulouse ou à distance. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Bonne continuation. Et merci à tous les quatre. Voilà, juste pour terminer, donc je souhaitais remettre à Jean-Luc Boudin et à Olivier Landel, qui est notre dernière publication, mais qui pose bien le débat de la journée, justement, quand on parle de décarbonation. Vous l'avez certainement sur votre fauteuil, c'est notre dernière revue. Habitat, sommes-nous prêts à construire ou déconstruire? Voilà, c'est on va dire un bon menu pour pouvoir débattre sur ces sujets-là, puisque l'habitat joue un rôle central, notamment dans la décarbonation. Merci à vous tous. Merci à tous les quatre. Je vous propose qu'on aborde tout de suite notre première session. Aménagement et urbanisme, votre territoire se construit avec vous. Voici Christine Lecomte, architecte et urbaniste, présidente du Conseil national de l'Ordre des architectes, maître de conférence à l'ENSA Versailles. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs.